Bonsoir à toutes et à tous, où que vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Christophe Baralis, connecté depuis la France et plus précisément de Paris au Les Lilas, et également Jean Pagès, connecté de la France lui aussi, et plus précisément d'Aix-en-Provence. Jean-Christophe et Jean vont nous présenter l'Appreciative Inquiry comme levier de transformation. Bonsoir Jean-Christophe et bonsoir Jean. Bonsoir Yotis et bonsoir à tous. Bonsoir Yotis, bonsoir Nefissa, bonsoir à tous les synergiens et synergiennes d'ici ou d'ailleurs. Alors Jean-Christophe et Jean, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous ce soir? Moi j'avoue que j'ai un peu le trac avec le nombre d'inscrits que tu nous as présenté, mais ça va bien, on va passer le cap avec vous. Voilà, donc ça va bien. Mais impressionné par le nombre d'inscrits aussi, bien sûr, et aussi heureux de la bonne humeur que tu instilles dans ce démarrage. Justement, je voulais un peu sortir du cadre là avec vous. Alors, j'ai une question parce que c'est pas si souvent finalement qu'on reçoit un binôme comme le vôtre. Vous êtes cofondateur de l'Appreciative Inquiry. Alors moi, j'ai une question pour vous, Jean-Christophe, Jean. En dehors de l'Appreciative Inquiry et du côté professionnel, si vous repensez à votre toute première rencontre, après toutes ces années, quel est le tout premier mot ou peut-être la toute première impression humaine qui vous revient aujourd'hui à l'esprit l'un pour l'autre? Ah, alors c'était ça ta question surprise en fait, Yotis. Oui, c'est ça. Écoute, donc on est en 2003. Je crois que la première sensation que j'ai eue en voyant Jean arriver dans la salle, je crois que c'est d'avoir été impressionné. Je sais pas pourquoi, par sa stature, par sa posture et d'avoir eu cette impression de rencontrer quelqu'un d'important. Voilà, la sensation que j'ai eue, que je retrouve là maintenant en fait. Après quoi, 21 ou 22 ans après. Voilà. À toi, Jean, et alors? Et Jean semble surpris. Non, je suis touché plutôt. Touché, ouais. Moi, j'ai le souvenir, donc, date exactement du même moment, puisque c'était un moment de séminaire où Jean-Christophe était là pour tester la démarche appréciative. Et j'ai été frappé par quelqu'un qui était plein d'enthousiasme, de dynamisme. Et je me suis dit que ce serait drôlement bien de faire quelque chose avec ce gars-là parce qu'il allait insuffler une énergie qui me ferait du bien aussi à moi. Alors Jean-Christophe, ton histoire commence à Paris, né d'une mère bretonne et d'un père niçois, avec un nom aux résonances grecques. Très vite, tu attends chaque été avec impatience pour rejoindre les genêts de l'arrière-pays niçois à 2 pas de la frontière italienne. La nature et les forêts te passionnent. Tu choisis d'étudier le commerce et le négoce du bois au lycée du bois de Mouchard dans le Jura avant de compléter ta formation commerciale à Londres. De retour en France, tu intègres une société de formation informatique chargée d'accompagner les personnels des caisses de retraite dans une transition technologique majeure, passée d'un environnement DOS à Windows. Nous sommes au début des années 90 et c'est ta première rencontre avec les notions de changement, de transformation et de résistance au changement. Tu découvres alors que derrière les machines, c'est surtout l'humain qui est au cœur de toute transformation. Cette expérience agit comme un déclic. Tu décides d'approfondir ta compréhension de la complexité humaine. En 2006, tu deviens psychothérapeute puis logothérapeute. Cette boussole du sens qui t'amène à l'Appreciative Inquiry que tu décides de porter, de développer en France. Tu t'impliques dans la création et le rayonnement de l'Institut français d'Appreciative Inquiry jusqu'à te donner aujourd'hui ce défi un peu fou, rêver d'un véritable gouvernement appréciatif, symbole de ta conviction que cette approche peut transformer non seulement les organisations, mais aussi nos modèles collectifs. Jean Pagès, ton parcours commence par une fascination pour les mots. Enfant, tu aimes la nature, les gens, la poésie et les textes. Tu te diriges naturellement vers des études de littérature et de linguistique. Dans le même temps, tu découvres l'œuvre des psychanalystes Freud et surtout Jung qui marquera durablement ta vision. Ta maîtrise de lettres en poche, tu enseignes les techniques d'expression écrite et orale, notamment auprès d'adultes, mais tu sens qu'au-delà des mots, il y a une demande plus profonde d'accompagnement. Tu entreprends alors
alors des études de psychologie, puis d'anthropologie, et à l'école des hautes études en sciences sociales, tu obtiens un master 2 de formation à la recherche en sciences sociales. Ton mémoire porte sur l'anthropologie de la santé, toujours cette quête de comprendre l'humain et le soin. Responsable des études en formation continue chargée de cours à l'université, tu mènes une vie agréable en Provence, mais un voyage agit comme une révélation. Tu veux consacrer ta vie à accompagner les autres, en particulier les professionnels. Pour cela, tu choisis de vivre toi-même ce que traversent les personnes que tu accompagneras. Tu pars à Paris et intègres de grandes entreprises. 8 ans plus tard, devenu DRH, tu négocies ton départ pour concrétiser ton projet. Tu te formes alors au coaching, tu te certifies en PNL et dans différents outils de personnalité. Consultant en RH et organisation, coach, tu découvres l'appréciative inquiry. Enthousiasmé, tu la testes auprès d'entreprises, tu observes des résultats et tu es convaincu. En 2007, tu publies le premier ouvrage en français sur l'appréciative inquiry. 2 ans plus tard, en 2009, tu crées l'Institut français d'appréciative inquiry avec Jean-Christophe, et tout cela a commencé par une rencontre. En 2003, un ami coach demande à Jean d'animer un séminaire un samedi pour réfléchir à une constellation de coachs autour de lui. Jean hésite. Ses week-ends sont consacrés à sa famille, mais il finit par accepter à une condition, pouvoir y tester une approche nouvelle, l'appréciative inquiry. Dans le groupe, un jeune coach s'enthousiasme. C'est toi, Jean-Christophe. Tu proposes aussitôt de mettre en pratique cette démarche avec l'un de tes clients. Ensemble, vous vous retrouvez face à un projet concret, repenser les entretiens d'évaluation des cadres d'une grande mutuelle agricole, et là, la magie de l'appréciative inquiry opère. Cet épisode fondateur vous encourage à aller plus loin. Jean publie, vous fondez ensemble l'Institut français de l'appréciative inquiry. Avec vos collègues, vous formez plus de 2000 personnes. Vous nouez un partenariat avec les créateurs de l'AI, David Copperrider et Ron Fry, qui certifient vos formations et s'ouvrent à vos stagiaires. Le programme avancé de l'appréciative inquiry Certificate in Positive Business and Society Change, délivré par la Case Western Reserve University de Cleveland. Votre notoriété dépasse vite les frontières. En 2019, l'IFAI organise à Nice le congrès mondial de l'appréciative inquiry, le WEC, rassemblant près de 500 participants de 32 nationalités différentes. Depuis, l'aventure continue. Jean enseigne l'AI à l'université, master de coaching de Paris 2, accompagne et supervise des coachs et des dirigeants, tandis que Jean-Christophe développe l'Institut avec des partenariats dans de grandes entreprises et universités comme Nantes, une aventure commencée presque par hasard un samedi après-midi et qui 20 ans plus tard continue d'inspirer, de former et de transformer individus, organisations et collectifs en France et bien au-delà. Et vous êtes également auteur pour Jean Pagès. C'est la 3e édition de son livre Coacher avec l'appréciative inquiry que voici. Alors, coécrit ensemble et avec d'autres, le grand livre de l'appréciative inquiry que voici également. Et Jean-Christophe Baralis, c'est l'art de manager avec l'IA et avec, bien évidemment, aussi le jeu qui est juste ici. Question marque que voici. Alors, Jean-Christophe et Jean, maintenant qu'on vous connaît un tout petit peu mieux, que voudriez-vous rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur vous deux? C'est déjà pas mal, ce que tu as fait. Je sais pas, ce que je pourrais dire, c'est que j'habite aussi en Normandie et j'ai trouvé une passion extraordinaire à planter des hortensias et à m'occuper des hortensias. Voilà. Et ça, c'est une passion que j'ai découvert récemment. Voilà. C'est le côté un peu naturaliste. Oui, mais merci Yotis pour cette présentation qui magnifie notre parcours. Tout à fait. Je suis impressionné par notre parcours au demeurant tel que tu le décris. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est le bonheur que j'ai à me balader en Provence où j'habite, accueillir les olives de mon olivier et en faire des olives extrêmement goûteuses. Qui ressemblent pas aux olives qu'on trouve sur le marché, mais qui sont vraiment les nôtres et comme on les aime. Ah, ça me donne envie, ça, tiens. Alors, Jean-Christophe et Jean, vous allez nous présenter l'appréciative inquiry comme levier de transformation. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous proposer ce sujet plutôt qu'un autre? Globalement, c'est un sujet qui est quand même d'actualité, le sujet de la transformation, du changement, du mouvement. Et en fait, aujourd'hui, on est confronté à accompagner des collectifs pour qu'ils se saisissent de ces mouvements et qu'ils s'adaptent
avec ces fluctuations qu'on connaît bien tous. Et aujourd'hui, après un petit recul d'une vingtaine d'années, on peut dire vraiment avec conviction que l'approche appréciative peut être un formidable levier pour une organisation à se penser différemment, à embrasser le futur dans des conditions et avec force pour obtenir, j'allais dire, un résultat qui leur soit acceptable, confortable et vers où ils veulent aller. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Tous les coachs qui sont ici dans la salle sont amenés à accompagner ces collectifs ou les individus dans ces transformations. Voilà. Jean, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Une toute petite chose, c'est un outil joyeux. C'est un outil qui fait du bien aux personnes, qui fait du bien aux groupes humains, aux collectivités, aux collectifs. Et pour moi, c'est un des outils majeurs pour demain, pour créer du bien commun. Un grand merci à vous deux. Alors moi, je vous invite à commencer votre présentation et je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci. Okay, merci. D'ailleurs, il faudra qu'on change la photo parce qu'on met toujours la photo là. On est un peu vieilli quand même. Alors, on vous a proposé, c'est toujours un challenge, de tenter de structurer un peu le propos pour que vous puissiez au moins avoir quelques éléments. Jean va vous parler un peu de l'histoire et de la jeunesse de l'approche. Je vais vous proposer quelques éléments de définition sur ce qu'est l'appréciative inquiry. Et puis aussi, si l'approche appréciative est une posture, une position, c'est aussi une méthodologie, c'est un dispositif. Donc, je donnerai quelques éléments un peu concrets. Il y a bien évidemment les grands principes, c'est-à-dire que le berceau de l'approche appréciative à Cleveland a mis autour de cette approche des éléments de réflexion qui permettent de comprendre finalement le cadre de référence. Et puis, on vous donnera un exemple qui m'a beaucoup touché, notamment, c'est autour de la sécurité au travail, dans une intervention chez GRDF, je vous en parlerai. Et puis, on ponctuera un peu notre propos avec un petit sondage. Voilà. Jean, je vais te laisser démarrer avec l'histoire. Donc là, oui. Merci Jean-Christophe. L'histoire, je vais commencer par une petite histoire qui est la mienne. En fait, il y a quelques années, quand j'ai négocié mon départ de ma dernière fonction en organisation où j'étais DRH, j'avais acquis un certain nombre de compétences pour travailler avec d'abord les individus. Je m'étais formé au coaching, puis j'avais fait d'autres choses auparavant, et puis avec les collectifs. Et quand je travaillais avec les collectifs, en fait, j'utilisais des outils comme l'analyse systémique, stratégique, et des outils qui permettaient de faire des diagnostics équilibrés, ce qui était intéressant intellectuellement, et que mes clients appréciaient plutôt. Mais quand il s'agissait de passer à l'action et d'engager des changements, je ne sentais pas l'énergie que je sentais dans le coaching individuel. Et j'ai éprouvé une petite frustration jusqu'à ce que je trouve l'AI. Et là, dans l'AI, j'ai retrouvé la dynamique qu'on a en coaching individuel, c'est-à-dire finalement d'aller chercher les forces de vie, l'énergie dans un groupe humain comme en principe on sait le faire en coaching individuel. Donc ça m'a complètement troublé à l'époque. Je me suis dit, il faut que j'essaye, il faut que j'avance là-dessus. Et on a commencé, bien sûr, avec Jean-Christophe très rapidement à monter des opérations appréciatives. Ça, c'est la petite histoire. Ça nous a amené donc à comprendre la plus grande histoire, à trouver la plus grande histoire. Vous voyez sur l'écran David Cooper-Ryder avec un jeune Jean-Christophe Baralis. C'est là. Voilà. Et puis, donc, une autre image, vous avez vu avec David Cooper-Ryder et Ron Fry, qui sont les créateurs de la démarche. Alors, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette démarche? Là, je vais vous raconter plutôt la plus grande histoire, c'est-à-dire celle de David Cooper-Ryder et de sa découverte de la démarche appréciative. Voilà, donc vous voyez sur cette image-là plusieurs personnages. On est à la fin des années 80, en 85, 86. Vous avez un monsieur qui s'appelle Suresh Srivastava, qui est le directeur de thèse du jeune, alors, pas sur la photo comme vous voyez, David Cooper-Ryder. Et vous voyez aussi Ron Fry, qui est une espèce de tuteur. C'est un jeune professeur à l'époque de l'université de Cleveland, la Case Western Reserve University. Donc David prépare sa thèse en Organizational Development, ce qu'on pourrait traduire par sociologie des organisations à peu près. Et pour ça, il décide d'aller faire une enquête de terrain sur les mécanismes de coopération dans un grand hôpital, la Cleveland Clinic, très réputé notamment pour les questions de chirurgie cardiovasculaire. Et donc il va là-bas. Et allant là-bas, il commence à poser des questions et à enquêter. Il y va avec quelques amis thésards comme lui. Et quand il revient au bureau de Suresh Srivastava, il revient un peu dépité. Et là, Ron Fry, qui était témoin de cette affaire, raconte
qu'ils n'ont pas trouvé les éléments très positifs qu'ils s'attendaient à trouver dans la Cleveland Clinic. Et là, Suresh Srivastava a la petite lumière, vous savez, qui s'allume comme dans les bandes dessinées, vous voyez une petite ampoule, et dit, mais quelles questions leur avez-vous posées? Et là, David s'aperçoit qu'ils ont plutôt posé des questions neutres sur comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites, des questions qui n'appelaient pas des réponses sur les expériences ou les choses très innovantes et absolument remarquables qu'ils faisaient et qui existaient. Donc ils sont retournés, et là ils ont posé d'autres questions. Ils ont posé des questions en demandant aux gens de raconter leurs expériences, les expériences qui les avaient amenés aux réussites actuelles. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Et là, les gens ont raconté avec enthousiasme. Et ce qu'a découvert à ce moment-là David et ses collègues, c'est que quand on pose des questions positives aux gens, ils racontent volontiers des histoires positives et mieux que ça, ils revivent leur expérience. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un état émotionnel qui est comparable à celui qu'ils ont eu pendant leur histoire de réussite. Et là, c'est absolument formidable parce que on se rend compte que le pouvoir de la narration amène à revivre un vécu, et si c'est un vécu heureux, et ben ça évidemment amène à vivre à des expériences agréables. On pourrait s'arrêter là et puis après tout se dire très bien, les gens vivent des expériences agréables, on est content et les thésards repartent. Mais ils s'arrêtent pas là. Ils s'aperçoivent que quand les gens racontent des histoires agréables comme ça, ils ont des idées. À ce moment-là, les mécanismes créatifs se développent, se débloquent. Les gens ont envie de plus, ont envie d'encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que découvre David à ce moment-là, Suresh Srivastava et Ron Frey, c'est que quand les gens sont dans un état émotionnel agréable, ils deviennent créatifs et plus aptes à résoudre les problèmes. Ce qui est une vraie révolution, une révolution totale au sens du retournement des concepts habituels, parce que d'habitude, le changement pour tout le monde, et John Kotter a écrit un best-seller qui a vraiment eu beaucoup d'impact sur le sujet, le changement vient de la difficulté, du traitement de la difficulté, du sentiment d'urgence, et même de la peur. C'est ça qui souvent, c'est le mécanisme psychologique qu'on connaît, c'est-à-dire que comme ça ne va pas, eh bien on va changer. Or là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, puisque ça va, on a envie de plus encore et d'aller plus loin. Et c'est là le véritable bouleversement. On est en 1986 quand David publie sa thèse. Vous allez la voir dans un instant. Quand David publie sa thèse, eh bien, il engage une véritable révolution, un paradigme différent du changement. Au lieu que le changement soit induit par la peur, le manque, la difficulté seulement, il ne dit pas que c'est faux, que ceci existe aussi, il est induit aussi par la conscience de la réussite et de ses forces. Et à partir de ça, évidemment, on se trouve devant une capacité à conduire les changements en allant chercher les forces dans un système. Pour évidemment constater ça dans le détail, et puis évidemment il y a une bibliographie en français maintenant qui est disponible pour vous. Ce que je vous propose de retenir dans cette affaire-là, c'est la véritable révolution, c'est un paradigme du changement complètement inversé et qui donne lieu évidemment pour la suite à des interventions qui sont d'une efficacité et d'une durabilité absolument étonnante. Maintenant, il faut que vous en sachiez un petit peu plus, et Jean-Christophe va vous dire de quoi il s'agit vraiment, parce que je ne l'ai pas encore dit vraiment, et qu'est-ce que ces mots, appreciative inquiry, et comment ça marche. Alors, déjà, merci Jean pour cette narration. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on est en 1986, donc la thèse est soutenue par David Copperrider. On est quand même à peu près à une bonne dizaine d'années avant l'avènement de la psychologie positive, qui est autour de 98-2000 avec le message de Martin Seligman. Donc c'est vraiment quelque chose qui a démarré dans les fins des années 80. Et le côté thèse souligne aussi le fait que le berceau universitaire est costaud. C'est-à-dire qu'au départ, cette approche, c'est ce qu'ils ont découvert par le biais de la question et que ça a fait l'objet d'une thèse. Ça peut rassurer aussi, et ça a rassuré pas mal de personnes qui nous demandaient, mais est-ce que c'est une méthode New Age? Est-ce que c'est une méthode de coaching? C'est à la mode? Est-ce que ça a été prouvé, démontré? Donc, il nous a paru important de dire que le berceau universitaire, qui ensuite a été étayé par notamment 2 thèses au Canada et en France, montre que cette approche a eu comme canal, comme voie, eh bien des voies universitaires. Alors,
Appreciative inquiry, on nous a même dit, oui, ça serait quand même bien de traduire en fait ces propos. On pourrait parler de démarche appréciative ou exploration appréciative. Nos amis canadiens, au Québec principalement, parlent d'enquête appréciative. En fait, l'idée, c'est que au travers de ces termes, il y en a un qui est particulièrement important, c'est inquiry. Et inquiry, c'est le côté exploratoire, c'est la recherche, c'est la découverte, c'est la stimulation de la curiosité. Ça a donné enquête. Et en fait, c'est tout le pouvoir justement de l'approche appréciative, c'est de s'intéresser, c'est d'enquêter, d'explorer au travers de questions. Des questions qui, comme le disait Jean, provoquent de la narration, provoquent de l'émotion, provoquent des réponses qui amènent les gens justement à se sentir revivre une deuxième histoire. Et donc, le côté appréciatif, c'est donner une direction à la question. C'est-à-dire que quand on pose une question à quelqu'un en lui demandant « raconte-moi une situation de travail dans laquelle tu as réussi à dépasser par exemple une difficulté », le fait qu'il réponde par le biais de la narration, par le biais d'une histoire, apporte trois types de réponses. Il y a une réponse bien sûr verbale, il va raconter l'histoire, mais il y a aussi une réponse émotionnelle et comportementale, puisque quand je raconte quelque chose, eh bien je me remets en conscience de ce que j'ai fait quand j'ai réussi à traiter une situation peut-être même difficile. Et c'est tout ça qui est important pour nous, c'est d'arriver à ce que les collectifs puissent, au travers de la narration, mettre leur travail en discussion. C'est ce que nous appelons le socle positif. Parce que les forces, elles se décrètent pas quand on travaille, quand on est dans une situation d'association ou dans une situation de même privée. On vous demande quelles sont tes forces. C'est compliqué de répondre quelles sont mes forces. Alors on peut avoir un peu d'infos sur qui nous sommes parce qu'on a un peu travaillé avec soi ou sur soi. Mais là, le socle positif qu'on va chercher, c'est bien le levier de transformation, c'est que l'approche appréciative, c'est mettre le travail en discussion, mettre des situations en discussion quand ça marche, quand ça fonctionne, quand il y a eu des résultats, parce que c'est pas tout à fait l'angle de vue que nous avons spontanément. Le travail, les espaces de discussion sur le travail sont aujourd'hui dans les organisations un facteur justement de maintien des risques psychosociaux, de maintien de vitalité. C'est que les gens adorent parler de leur travail. Ils adorent parler de ce qu'ils ont fait, qui a été difficile, qui a été délicat. Et nous, on a pris cette orientation qui est justement, c'est de faire en sorte que on crée ces espaces pour que les personnes puissent comprendre les mécanismes qu'elles ont fait quand elles ont réussi une tâche, une activité. Pourquoi? Parce que, en fait, si on pose pas ce type de questions, si on pose pas une question sur comment avez-vous fait pour arriver à coopérer et à faire en sorte que ce client soit satisfait, si on pose pas ce type de questions, qui est d'aller chercher une histoire, eh bien, on n'a pas de réponse. Et quand on n'a pas de réponse, eh bien, on n'a pas d'histoire. Et si on n'a pas d'histoire, eh bien, elle n'existe pas. Sous-entendu, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, on peut rien en faire puisque s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'enseignement et donc elle n'existe pas. Et donc l'idée, c'est dans un collectif qui est en phase de se retrouver pour accompagner une transformation, pour changer, pour évoluer, on fait ressurgir des histoires de travail, des histoires du collectif pour se dire que finalement, c'est comme un sportif, il est quand même de bonne loi de travailler sur nos points forts, mais encore faut-il qu'on les découvre à travers nos expériences réussies. Donc, je suis allé un peu plus loin, mais l'appreciative inquiry, on pourrait résumer que c'est vraiment poser des bonnes questions pour que on puisse amener les collectifs à penser leur travail quand ça marche, quand ça fonctionne, mais aller même un peu plus loin, c'est qu'ils se pensent dans la situation. Vous voyez que la différence, elle est assez subtile. C'est penser ce que je fais quand ça marche, mais me penser quand ça marche. Donc, me penser, c'est aussi me prendre conscience de mes actes. Et de plus ranger ça, je dis souvent, quand on considère que les gens travaillent et qu'ils fonctionnent et font leur boulot, c'est normal, c'est logique et c'est évident. C'est ces trois mots qui empêchent de se questionner. Quand on dit, c'est normal, il connaît son métier, il a changé cette chaudière, c'est évident, c'est logique. Non, l'idée, c'est justement de pas rendre normal ce qui marche et ce qui fonctionne, mais de le rendre un peu, on va dire, remarquable, c'est-à-dire à remarquer. Alors, on a un peu le cadre de référence. C'est aussi un dispositif qu'on vous présente là. Donc, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque phase. On pourrait dire que quand une organisation fait appel à nous, par exemple, une des premières phases qui s'appelle la phase définition, c'est le cercle au centre, c'est finalement d'amener avec des commanditaires, un COMEX, un CODIR, à ce qu'il définisse sur quoi il veut engager sa transformation. Quels sont les sujets forts? Quelles sont les grandes orientations? Donc, on pourrait dire que la phase définition, ça, c'est assez cousin germain de quelle est la vision, l'orientation, la destination de ce collectif. C'est bien penser le futur dans ce que l'on veut obtenir, amène à
finalement à se positionner pour accompagner, pour se diriger vers un cap, puisque, comme le dit Sénèque, il n'y a pas de bon vent à celui qui ne sait où aller. Donc la phase définition, elle est de définir des sujets. Sur quoi vous voulez vraiment agir, réfléchir, trouver des bonnes idées. Donc ça peut être des sujets très concrets qui peuvent être la coopération, la communication, l'information, la relation client. On travaille beaucoup dans les hôpitaux actuellement, c'est le parcours patient, c'est la relation avec les médecins, mais ça peut être aussi les interventions que l'on fait pour changer des tuyaux dans le sol pour GRDF. Ça peut être aussi d'être innovant sur une plateforme pétrolière. Bref, on définit les sujets et on amène un collectif. Donc l'approche appréciative est hautement participative et collective. Donc c'est vraiment mobiliser le système. Alors ça peut être une équipe, une direction, toute une entreprise, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. C'est que le mécanisme qui permet à ce que les personnes se retrouvent, parlent entre elles, amène à ce qu'on puisse faire en sorte qu'elles se retrouvent, qu'elles échangent, qu'elles discutent. Donc c'est hautement participatif, très contributif. Et donc on va les amener à ce qu'elles puissent parler, ouvrir des conversations. C'est la phase découverte. C'est une phase découverte, c'est amener les personnes à ce qu'elles racontent des histoires à partir d'un questionnement que le collectif aura choisi de construire sur les sujets qu'on décide. Et je vous donnerai un exemple précis tout à l'heure. Donc la phase découverte, c'est racontons ce qui marche, ce qui fonctionne sur le sujet de la coopération. Par exemple, c'est racontons un moment dans lequel on a réussi à coopérer ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, comment avons-nous fait, par quoi nous sommes passés. Donc vous voyez que c'est un questionnement qui amène un peu une introspection, mais une introspection légère et tranquille, pour que ensuite on se dise qu'à partir de ce socle de situation dans laquelle je me suis accompli, j'ai réussi, on va vers la phase de venir, qui est la phase à droite. Là, c'est finalement qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je désire sur le sujet de la coopération, par exemple. Sur quoi j'aimerais aller. Et la phase devenir, les Américains appellent ça la phase dream, rêve. Donc nous, on l'a traduit devenir. C'est d'amener à faire une convergence sur les éléments que l'on désire pour les sujets ou à partir des sujets qu'on aura définis au départ dans la phase définition. C'est donc un appel à la créativité, à l'émergence, à l'intuition, aux bonnes idées. Et puis, quand on a des bonnes idées, des souhaits pour l'avenir sur le sujet de notre direction, notre travail, notre unité, notre usine, notre siège social, etc., eh bien, la phase 4, c'est une phase dans laquelle ce collectif commence à co-construire, à mettre en œuvre les bonnes idées, les souhaits. C'est-à-dire à fabriquer des projets, des activités. Et là, on rentre dans un aspect beaucoup plus concret, qui est de commencer à agir. C'est-à-dire, on agit à partir de ce qu'on a souhaité dans la phase précédente et en lien avec ce qui a déjà marché au préalable. Donc, vous voyez qu'il y a une cohérence jusqu'à ce que la phase 4 que vous voyez en bas, qui est la phase design, eh bien, elle laisse la place ensuite à ce qu'on appelle la phase déploiement, delivery ou destiny en américain. Eh bien, c'est le déploiement, c'est-à-dire c'est la mise en œuvre d'action. Donc, quand on est dans un processus d'accompagnement au changement ou de transformation, en fait, c'est extrêmement concret. Vous avez la phase 5 et 4 qui sont assez traditionnelles finalement, puisqu'on commence à co-construire, à architecturer, à définir le plan d'action, mais c'est tout le démarrage qui est complètement différent, qui est un peu orthogonal à nos habitudes. C'est-à-dire que les plans d'action ne sont plus correctifs d'un problème à résoudre, ils sont souhaités, désirés, à partir de situations qu'on a déjà rencontrées et sur lesquels on souhaite agir en vertu d'un sujet qui nous est cher au départ. Donc tout le démarrage de la phase 1, 2 et 3, dans une démarche appréciative, c'est de penser l'avenir, penser le changement ou la transformation à partir de situations pour lesquelles nous pensons qu'il est important de réitérer, de garder avec nous, de faire en sorte que la peur du changement ou de la transformation diminue ou s'allège complètement à partir d'éléments qui sont un peu résilients, je vais dire, qui nous confortent, qui nous remettent en énergie et qui nous amènent à finalement produire de bonnes idées pour l'avenir. Voilà à peu près le processus appréciatif sur lequel nous formons. Donc vous voyez que c'est quand même très très concret. Et puis à partir de là, on accompagne avec une méthode extrêmement structurée ou autre. Voilà le processus. On a un petit sondage pour vous, Yotis, c'est qu'on avait envie de vous proposer cette question. Pensez à une expérience de coaching ou d'accompagnement dans laquelle vous avez été au meilleur de vous-même. Quelle force avez-vous mise en œuvre?
voyez, c'est une question qui est de vous amener à penser une situation dans laquelle il s'est passé quelque chose, dans laquelle vous allez me dire vous avez été fier, il y a eu vraiment un moment fort. Et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Par quoi vous êtes passé? Qu'est-ce qui a été fondateur? Quel est le mécanisme de succès, de la stratégie de réussite que vous avez mis en œuvre? Voilà, donc vous l'avez entendu, première question, alors vous répondez dans le chat. Alors on nous dit, Excel nous dit lâcher prise, écoute. Mohamed nous dit présence, pleine conscience et entière au coaché. Oh, attendez, présence et écoute nous dit Lynn, écoute et métaphore nous dit Hermine. Alors l'écoute active nous dit Annick, écoute et métaphore nous dit Hermine. Alors vous êtes très nombreux, ça, voilà. Donc Lionel nous dit, bon Lionel, écoute et profondeur. Bon, ça défile énormément ce soir. Vous êtes très actifs. Nayet nous dit présence, écoute active. Fabienne nous dit empathie, patience, écoute. Et nous avons Stéphanie qui nous dit intuition et intelligence émotionnelle. Donc, formuler une intention nous dit Ghislaine. Écoute active nous dit Francine, présence. Intuition, humour et compassion nous dit Myriam. Écoute active et activité personnalisée nous dit Pascaline. Donc ça s'enchaîne. Allez, j'en prends encore 2, 3. Prise de conscience et intelligence relationnelle nous dit Agnès. Nous avons clairvoyance de Hélène et exploration de Gisèle. Allez, je prends également miroir d'Adolé. Voilà. Super. Vous voyez que ça continue, hein. Ce type de questions qui nous amènent à nous penser en paix dans des situations. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans les forces que vous avez mises en œuvre, c'est beaucoup des attitudes, en fait. C'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est la compassion, c'est l'humour. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup plus que la compétence technique, mais c'est plutôt l'attitude que j'ai eue face à quelqu'un que j'accompagne. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, on a des coachs extrêmement bien dans leur basket ce soir, ça se voit vraiment. J'avais envie Jean, si tu permets, hein, que je continue, ça te va? Oui, je ferai un petit commentaire également, si tu veux bien. Ah ben, vas-y. D'accord. Oui, moi, d'abord, je suis frappé par la richesse, évidemment, des contributions là. Et en fait, ça me fait penser que souvent, c'est en particulier, par exemple, pour le leadership, quand j'anime dans une organisation sur le leadership, on peut toujours donner la page 50 du manuel du parfait manager. Mais quand on interroge les gens sur leur réussite, on s'aperçoit de ce qu'ils ont bien fait et on a quelque chose de vivant et de concret. Ben là, c'est la même chose, en fait. Je vois tout ceci. Si on rassemblait tout ça, si on le théorisait, si on le formalisait, eh bien, on aurait ce que peuvent faire de bons coachs quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est réjouissant. Je note au passage l'humour aussi, qui est essentiel dans notre pratique, il me semble. D'autant que, par exemple, on peut aussi se dire, l'humour, ça nous fait bien marrer, on est content, mais on peut aussi faire ça scientifique en disant, Seligman et Peterson, dans leur recensement des forces, disent que l'humour est une force de transcendance. Donc, je vous invite évidemment à aller dans le sens de toutes ces personnes qui ont dit tout ça, ce qui est absolument extraordinaire. Voilà, Jean-Christophe, je te redonne la parole. Oui. Tu vois, Yotis, c'est pourquoi j'ai été impressionné quand j'ai rencontré Jean. Ah oui. J'ai eu un appel un jour de la direction de GRDF qui me demandait si l'approche appréciative pouvait être utilisée dans le cadre de la sécurité au travail. La sécurité au travail, c'est un sujet extrêmement sensible. Et là, pour le coup, ils avaient une expérience malheureuse, c'est que 3 gaziers, donc ils s'appellent comme ça, des gaziers, et gazières aussi, puisqu'il y a des femmes qui interviennent. Donc le gazier, c'est la personne, le métier de mettre des tuyaux dans le sol pour faire arriver le gaz dans des maisons, dans des immeubles ou autres. Et ils ont en fait ils ont fait une intervention sur un tuyau qui n'était pas étanche complètement. Donc forcément, quand vous avez un poste à soudure et qu'il y a du gaz, eh bien le résultat, c'est qu'ils ont littéralement, quand on dit exploser, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont sauté, mais ils ont survécu, mais c'est beaucoup de séquelles. Et donc,
Qu'a fait la direction générale, c'est qu'ils ont eu le réflexe de dire voilà, c'est malheureux et c'est très très compliqué pour des directions d'annoncer d'abord les accidents et puis ensuite les collègues sont tristes parce qu'il y a des collègues qui sont blessés et qui ont même frôlé la mort. Et donc la direction générale, un peu comme l'a dit Jean, s'est mis à faire des panneaux d'affichage et à renforcer, à demander à ce que les équipes renforcent leur vérification. Elles ont mis des panneaux d'affichage un peu partout, c'est tenez les rampes d'escalier, vérifiez le matériel, portez vos casques, mettez vos gants, etc. Donc en fait, la direction s'est mise dans une position de finalement de parents un peu autoritaires en s'adressant à des enfants un peu soumis. Sous-entendu, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et il va falloir qu'on renforce tout ça. Donc forcément, des gaziers qui avaient 25-30 ans de bouteilles, pas de gaz, hein, bien évidemment, se sont retrouvés dans un mécanisme qui est, mais pourquoi ils nous disent quoi faire? C'est évident, quand j'interviens sur le chantier, sur un chantier, je mets mon casque, je mets ma combinaison inifugée ou autre, et voire même mon scaphandre. Et il y a eu des résistances, il y a eu beaucoup de discussions, les syndicats ont pris la balle au bond, mais vous vous rendez compte comment la direction parle à ses techniciens, et donc on m'a demandé est-ce que la démarche appréciative pourrait résoudre ces problèmes de sécurité. Je dis, ouh là là, résoudre des problèmes de sécurité, non, ça non. Ça, moi, je sais pas vérifier une voiture avant d'une intervention. Par contre, j'ai posé une question. J'ai dit, écoutez, il y a combien de gaziers dans votre direction? Ils étaient à peu près 300. Est-ce que vous leur avez posé la question suivante? Comment ils font, comment ils réussissent à assurer leur sécurité sur un chantier, sur une intervention, leur sécurité pour eux, pour le public auquel ils interviennent et pour leurs collègues? Est-ce que vous avez fait en sorte qu'ils partagent une expérience de travail réussie sur le sujet de la sécurité? Et leur demander comment ils ont fait. Eh bien non, ils l'avaient jamais fait. Et donc, ils m'ont demandé, mais ça sert à rien d'aller chercher des histoires de travail dans lesquelles ils ont assuré leur sécurité. Mais pourquoi ça sert à rien? Ça sert à savoir comment ils assurent leur sécurité. C'est quand même intéressant. Parce que vous, votre réflexe, c'est de diminuer les accidents au travail, mais on peut aussi amener à ce que ce collectif se saisisse de comment ils font quand ils réussissent à assurer leur sécurité, parce que sinon c'est un peu un pilotage automatique. Ils font les choses sans se poser les questions de comment ils le font. Et on fait tous ça. Le cerveau est un réseau d'habitudes, donc on se pose très peu la question de comment je fais pour conduire une voiture. On le fait automatiquement. Et donc ça a eu un impact fort. Donc après, j'ai fait au moins 3 ou 4 rendez-vous avec le responsable CHSCT, responsable de l'unité où il y a eu un accident, la directrice adjointe. Bref, j'ai fait 4 rendez-vous pour savoir si la démarche appréciative c'était sérieux. Et donc banco, ils ont fait ça et on a interrogé 250 personnes, un peu comme finalement la phase je vous ai décrit tout à l'heure. Et vous voyez que finalement on avait le choix. Soit il y a une approche très classique, mais qui est juste aussi, il faut pas la nier. C'est l'approche résolution de problèmes. C'est pourquoi il y a eu un accident, pourquoi ils sont fréquents. Donc on identifie les problèmes, pourquoi il y a des problèmes de sécurité, les hypothèses de solution, les recommandations, les plans d'action. Ça, j'allais dire que c'est la méthode que nous connaissons tous. Eh bien, en fait, l'idée, c'est un peu la position orthogonale, c'est l'angle un peu différent. C'est comme disait Jean, c'est un peu la révolution. Mais comment avez-vous fait pour assurer votre sécurité? Et donc, vous voyez qu'à droite, on est allé chercher des histoires réussies d'engagement dans lesquelles ils ont assuré leur sécurité. Et on a analysé les causes, non pas d'une défaillance, d'un problème technique pour lequel il y a eu un accident ou un incident, mais on a analysé les causes de leur manière dont ils fonctionnent quand ils assurent leur sécurité. Et qu'ensuite, on leur a proposé, mais qu'est-ce que vous souhaitez pour prolonger un environnement de travail sécure? Et ensuite, on leur a demandé, eh bien, quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en œuvre sur le sujet de la sécurité. Et donc, vous voyez que les deux approches, elles sont pas opposées, hein, bien évidemment. Mais vous voyez que finalement, les portes d'entrée sont pas les mêmes et que à gauche, on a un mécanisme de défense qui, s'il y a eu un problème de sécurité, ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Vous connaissez très bien ce mécanisme, hein, c'est le langage de déresponsabilisation. Hein. Hannah Arendt a appelé ça me sortir de la responsabilisation de quelque chose pour lequel je sais pas de ma faute. À une responsabilisation, c'est oui, si j'ai réussi, c'est grâce à moi, et voilà les bonnes idées, les souhaits que je voudrais et comment j'agis. Et donc, on a fait cette petite question et ils ont fabriqué les questions.
Le thème qu'ils ont choisi, c'est se parler sans souci, c'est la sécurité. Et donc, vous avez la première question, c'est raconte-moi une situation dans laquelle tu as pu échanger librement et progresser sur la sécurité. Et on en a fait 4 journées comme ça, où ils étaient à peu près une 50aine par jour, avec le process que je vous ai un peu décrit tout à l'heure, où 2 par 2, ou à 3, ils se sont interviewés sur des situations de travail réussies. Et là, j'ai demandé un peu fermement, avec autorité, je dois dire, à ce que la direction soit là et entende et participe. Et ça a été incroyable parce que même dans un bureau, on peut assurer sa sécurité. Et là, le directeur général de cette unité de GRDF, qui était assez importante dans l'ouest de la France, a été ébahi, a été bluffé par la nature des histoires qu'il a entendues. Et en fait, il m'a dit, il a dit, mais nous, les directeurs, on est occupés à faire de la gestion. Voilà, on fait des reportings, on fait des tableaux de bord, puisque GRDF est une filiale d'Engie, donc pour faire du reporting, on va plus sur le terrain. Et il a découvert de manière incroyable, c'est qu'il avait dans son équipe, dans son unité, des histoires incroyables qui l'ont ému. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, puisque la responsable de la sécurité, 1 an après, on a essayé d'évaluer justement comment on a pu obtenir des résultats, parce que investir le projet entier faisait à peu près une bonne dizaine de journées, donc c'est quand même mobilisateur de ressources. Et elle a fait un état des lieux où puisque tous les incidents sont consignés, incident c'est vous pouvez vous tordre la cheville, vous pouvez vous pincer le doigt, ou vous pouvez avoir un accident grave. Et elle a fait un reporting à Engie pour indiquer que les accidents et incidents, 1 an après, ont drastiquement diminué. C'est le terme qu'elle a employé. Alors, c'est pas la magie de la démarche appréciative, c'est qu'en fait, on s'est aperçu après, eh bien, en leur posant la question, mais ça, moi, je le savais, c'est que les gaziers se sont sentis reconnus. Ils se sont sentis agir, ils se sont sentis avoir du plaisir à raconter. Et ça a remis de l'énergie à un endroit aussi dont on nous parle souvent, c'est le sens. Ils se sont sentis utiles. Et justement, le fait de raconter quelque chose qui leur a été cher et important sous le biais d'une histoire a eu cet impact-là de mobiliser chez eux les sources de motivation que sont celles du plaisir et de la satisfaction d'avoir réussi une situation de travail sur laquelle j'ai pu assurer ma sécurité et celle de mes collègues, de me sentir agissant, c'est que je suis aussi autonome et responsable dans mes gestes et je suis content qu'on m'ait posé cette question. Parce que sinon, je suis toujours un peu celui qui est un peu faible et qui n'a pas été suffisant. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que quand on raconte une histoire, ça remet de l'énergie dans le sens. Voilà. Gros, vous avez un exemple très concret du résultat d'une démarche appréciative. Oui, c'est assez simple, c'est de questionner à un autre endroit. Voilà. C'est plus pourquoi il y a eu un accident, mais pourquoi et comment vous faites pour assurer votre sécurité. Voilà. Un petit sondage, parce que je regarde l'heure. À partir de cette expérience, quelles idées, donc l'expérience, c'est l'expérience de coaching que vous avez réussi, auquel vous avez donné le meilleur de vous-même. Voilà, ce que j'ai dit juste à l'instant, est-ce que ça vous a mobilisé? Est-ce que ça vous donne envie, dans votre pratique, d'aller un peu, justement, sur le terrain de la narration? Est-ce que ce qu'on vous a présenté fait sens? Est-ce que ça nourrit peut-être votre pratique, ou en tous les cas, vous donne de bonnes idées. Voilà, on avait envie d'aller vers vous. Donc l'expérience que je viens de décrire, ou la vôtre en tant que coach, il y a quelques minutes, quand on vous a posé cette question de comment vous avez fait quand vous étiez au meilleur de vous-même. Yotis. Et ça s'enchaîne déjà, tu as pas le temps de terminer, que ça s'enchaîne déjà. Alors donc, explorer davantage les forces des coachés, nous dit Adolé. Ce que cela m'inspire, c'est de donner plus d'espace pour que le client raconte ce qu'il vit de positif, nous dit Hermine. Plus de présence et d'authenticité, nous dit François. Trouver une question à poser à mes 2 groupes d'équipe coaching, nous dit Marielle. Préférer les comment au pourquoi, nous dit Robert. Chercher la joie et le positif, nous dit Lionel. Capitaliser sur les forces, les talents et laisser l'espace pour raconter les réussites, nous dit Ingrid. Davantage de demander de raconter des expériences positives aux jeunes, nous dit Pascaline. Plus de co-créativité, nous dit Anne. Pratique narrative et questions métacognitives, nous dit Isabelle. Donc, oh là là, ça s'enchaîne, hein. J'ai du mal à vous lire. Attendez.
Donc, sens, présence, valorisation, nous dit Nadia. Et nous avons allé dans plus de légèreté, y compris quand le sujet est lourd, nous dit Alexandra. Laisser libre cours à l'expression des émotions, nous dit Akil. Fantastique comme approche, je vois déjà où employer cette approche, nous dit Marie-Louise. Donc, vous voyez, ça continue. Je vous laisse avancer. Mais en tout cas, il y a énormément de réactions et ça s'enchaîne. En effet, comme tout à l'heure, on peut recueillir tout ça, à mon avis. Eh ben, dis donc. Jean, tu veux dire un petit mot? Oui, je trouve, comment dire, il y a quelque chose de la magie là qui opère autour de la Prachité Vincoeri au travers de ce qu'on vous a dit, de l'histoire qu'a raconté Jean-Christophe, du fait que vous ayez repensé à une histoire, une belle histoire de coaching pour vous, et on voit très très bien que ça déclenche finalement une créativité et plein d'idées. Donc, et je pense que la Iotis a dû, au bout d'un moment, arrêter parce que... Ah oui, ça continue. Hein. Si vous voulez, je peux y aller. Hein. Nancy nous dit merci, j'utilise et j'adore. Ça continue et ils n'arrêtent pas. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, Renaud nous dit, cela fait penser au coaching orienté solution. C'est très positif, engageant et valorisant. Oui. Oui, tout à fait. Alors, j'entends bien finalement un désir partagé par plusieurs personnes d'aller chercher les forces de vie chez leurs clients et puis de les explorer. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus. C'est évidemment génial de faire ça, c'est plaisant, ça fait du bien, ça nous fait du bien en tant que coach, ça fait du bien parce qu'on résonne, on est en résonance avec les gens. Et quand les gens éprouvent des émotions agréables parce qu'ils racontent une belle histoire et qu'ils découvrent quelque chose de beau en eux, ça nous fait à nous, coach, du bien. Et on a la chance d'être payé pour se faire du bien en accompagnant nos clients. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Hein. Et ce que je voulais dire là-dessus, les forces, on peut donc les découvrir par des questionnements en interrogeant l'expérience. Par exemple, un de mes clients me dit qu'il a réussi quelque chose d'assez remarquable dans son comité de direction. Il a réussi à faire passer des messages de façon subtile et de façon astucieuse. Et quand je lui demande qu'est-ce que ça signifie, comment tu fais ça, il me dit ben voilà, j'ai des procédés astucieux, malins, ok. Et quand tu as des procédés astucieux et malins, tu as des procédés qui sont comment? Ben, il me dit, c'est des procédés plutôt intelligents. Et il a une force, évidemment, là, qui est cette capacité à faire quelque chose d'intelligent dans des situations complexes, hein, l'intelligence de la situation. Et quand je lui demande qu'est-ce que c'est qu'une personne qui fait des choses intelligentes, comment elle est, cette personne-là? Et là, il me dit, c'est une personne intelligente. C'est-à-dire que lui le verbalise lui-même. Il fallait pas que je lui dise. Et j'ai mis du temps, 5 minutes à peu près, pour lui faire dire que je suis une personne intelligente. Et là, vous voyez l'émotion extraordinaire, ça vient avec d'autres forces. J'ai la même chose avec le courage, par exemple, d'une jeune femme qui a pu, contre l'avis de ses parents, faire des études et réussir, et qui se plaignait de ça, du fait des obstacles qu'elle a eus. Et quand elle a compris qu'elle avait surmonté ces obstacles-là, et qu'elle a pour ça fait preuve d'une force qui est le courage, ça a été absolument bouleversant. Donc, pouvoir nommer, accompagner les gens vers leurs forces et les aider à les nommer, c'est quelque chose qui est complètement fantastique dans notre expérience de coach. Voilà, je termine là-dessus parce que je crois qu'on est tout près de la fin. Alors, je voulais juste dire une chose peut-être, c'est que merci Jean, parce que l'approche appréciative n'est pas destinée aux grands groupes, aux entreprises. Hein. On a des exemples incroyables avec des familles, des enfants. Dans le grand livre, j'ai écrit un chapitre sur la relation entre les parents et les adolescents, puisque mon expertise en tant que thérapeute, c'est de travailler sur la relation entre parents et ados, un vaste sujet. On a eu des expériences avec une aumônerie, avec des prêtres, l'armée, le monde du sport. L'exemple que j'ai pris est vraiment un exemple institutionnel, assez corporate, mais surtout nous ouvrons parce que dans tous les systèmes humains peuvent apprécier, et même un couple d'ailleurs, puisqu'on sait maintenant qu'un couple, ça peut vous intéresser, d'ailleurs c'est le nôtre, un couple de professionnels qui dure depuis 20 ans, et qu'avec Jean, on a réussi à chaque fois à se dire entre nous, ce qui marche, ce qui fonctionne régulièrement. Et c'est ce qui, je pense, est un des facteurs, c'est que les systèmes humains, les couples, les familles, quand elles parlent d'elles-mêmes sur ce qu'ils apprécient dans une famille, dans un couple, dans une équipe, elles maintiennent cette vivance, cette vitalité
parce qu'elles mettent des mots sur quelque chose qui est incroyable, c'est le vivant. Voilà. Comment on pourrait conclure ce webinaire. Et là, vous avez 2 photos avec Ron Fry, donc en 2013, et puis 10 ans après, avec 2023. C'est un peu notre grand-père, hein, puisque c'est Ron qui a formé David, qui a encadré David Copperrider. Merci. Oh, j'avais encore une question, moi, après toutes ces années. Oui, c'est une question surprise, celle-là. Après toutes ces années, en repensant à votre chemin de cofondateur, quel est le plus beau cadeau que cette aventure vous a offert? Le plus beau cadeau, oh là là, il y en a eu tellement. Moi, je me souviens d'une anecdote, c'est qu'une personne avec qui j'avais travaillé en mode appréciatif m'avait un jour envoyé une petite carte postale parce qu'elle avait réussi à se raconter des histoires. Elle a eu une vie dramatique. Elle a perdu ses parents dans un accident. Et je lui avais demandé de raconter des moments forts où elle était heureuse dans sa vie qu'elle a vécue avec ses parents. Elle m'a envoyé une carte postale où on voyait un chat près d'un oiseau. Et en fait, elle m'a mis derrière cette carte postale, mais tu vois, je suis l'oiseau qui a plus peur du chat, et je suis le chat qui a comme nouvel ami l'oiseau. Voilà, ça m'a marqué. J'ai toujours gardé cette carte postale, ça fait très très longtemps, et vraiment tout l'accompagnement, c'était basé sur des histoires. En fait, on avait refait un petit peu sa vie d'enfant et d'adolescence. Avec comme en collier de perles, hein, comme on voit en approche narrative, un collier avec des perles d'histoire. Voilà, ça c'est. Je m'étais plus souvenu de cette histoire et grâce à toi, j'ai retrouvé un peu l'émotion. Et toi, Jean, à quoi tu penses? Alors, comme Jean-Christophe, il y a beaucoup de cadeaux qui nous ont été faits. Moi, ce qui m'a frappé une fois, c'est le fait que on lance la démarche quelque part. C'était justement dans cette caisse de retraite agricole, et que 6 mois après, la personne qui était chef de projet, on aime toujours un chef de projet, hein, nous dise finalement, je voulais vous dire que on a démarré le projet de notre direction des ressources humaines à partir de la compétence que j'ai acquise avec vous, mais on est autonome, j'ai pas besoin de me former davantage, et puis on n'a plus besoin de vous en fait. On se débrouille et on a lancé notre projet ensemble. Ah oui, et ça, c'était très 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 drôle. Et j'ai compris à ce moment-là pourquoi David Copperrider avait appelé la dernière phase non pas delivery, parce que le livrable dans l'entreprise on l'avait fait avec les gens, mais destiny, parce qu'il se passait autre chose que il s'est passé autre chose que ce qui était prévu et qui était non pas opérationnel mais transformationnel. C'est super ce que tu dis, Jean, parce qu'elle s'appelait Josiane, la DRH, et c'est ça. Mais elle dit quand elle nous a vus après, elle me dit Jean-Christophe, vous n'allez pas être content. Je dis ah bon, pourquoi? J'ai fait une démarche sans vous. Voilà. En tout cas, un grand merci Jean-Christophe et merci Jean pour cette présentation éclairante, inspirante et ancrée dans le positif, je dirais même porteuse d'élan. Alors j'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice coach synergie pour la Tunisie. Elle est également passe-présidente d'ICF Tunisie, experte du pôle événement chez Coach Synergie. Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir avec tous ces synergiens qui avaient des tas de questions à te poser? Bonsoir Léotis, bonsoir Jean, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir tous les synergiens et synergiennes qui étaient présents ce soir. Effectivement, il y a eu énormément de questions, ce qui m'a pas permis d'entendre votre webinaire. Donc je vais l'écouter en replay. Mais il y a énormément de compliments à l'égard de votre webinaire. Hildegard dit félicitations à Jean et à Jean-Christophe. Votre conférence est d'une très grande qualité. Marie dit merci beaucoup pour cette séance très intéressante et inspirante. Cécile dit un très grand merci à Jean et à Jean-Christophe pour ce webinaire qui fait du bien. Une soirée en douceur qui remet l'approche narrative au corps du processus de coaching.
Et ça continue, hein. Il y a énormément encore de réactions. Il y a Adolé qui nous dit un grand merci à vous. Merci infiniment, simple et touchant. Merci pour ce nouveau webinaire enrichissant. Nous dit également Nathalie, ça continue. Jean-Marc nous dit merci pour ce magnifique partage. Donc encore énormément de réactions et ça continue. Un grand merci Nefissa. Alors nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera utile et qu'il nourrira vos réflexions ainsi que vos pratiques. En valorisant ce qui fonctionne déjà et en ouvrant des possibles, nous contribuons pas à pas à des démarches plus positives, plus participatives et à accompagner l'émergence du potentiel de chacun. Alors, si vous avez aimé ce webinaire, vous le savez, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, histoire de nous envoyer un peu d'ocytocine et d'augmenter nos niveaux de dopamine. Laissez aussi des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout partagez vos idées, vos expériences et vos questions juste ici en commentaire sous la vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de Coach Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, liberté, robustesse, émergence, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre mission qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Jean-Christophe et Jean, je vous laisse le mot de la fin. Moi, j'avais envie de vous dire, osez, aller chercher des belles histoires. Je crois qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Des histoires qui font du bien. Voilà. Faire que ce monde que nous vivons devienne encore plus narratif. Voilà. Merci pour votre présence et puis pour toutes les réactions et votre participation au sondage. Et puis, j'ai envie de vous dire que les forces de vie soient avec vous. Un grand merci, Jean, un grand merci, Jean-Christophe, un grand merci, Nefissa, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.